Bonjour Loumire. Bonjour Valérie. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, en préparation de notre débat public, au sujet, oui, avec le titre «Extrême droite, au pluriel. Comment organise-t-on la résistance?» On s'est dit que quoi de mieux, pour débuter qu'un regard croisé avec toi, sur la France, et les États-Unis où, visiblement on peut assister en temps réel à un renversement de l'état de droit et des codes qui ont régi la vie démocratique, jusque-là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais te proposer de te présenter, brièvement, peut-être, de nous dire d'où tu viens, peut-être si tu souhaites quel âge tu as et puis, d'où te vient ton engagement, politique? Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis super heureuse d'être avec vous. Je m'appelle Loumira Laprès, j'ai 32 ans. Je viens de l'Ain, un département rural industriel, d'une famille, de petite classe moyenne. J'ai grandi avec ma maman qui est prof d'histoire, dans le collège du coin. Et je pense que ça explique largement mon engagement. J'ai vu petit à petit les gens que j'aime, avec qui j'ai grandi, mes meilleurs amis d'enfance, mes voisins, se tourner, vers, le vote RN. Après avoir participé aux gilets jaunes, après avoir espéré, que les choses changent, et que leur quotidien s'améliore et de guerre lasse, finalement, adhérer, au programme, aux idées et au personnel politique du RN. Moi, je me suis engagée, depuis que je suis jeune. Alors au début, ça a commencé, de manière très informelle. J'ai créé une, orga quand j'étais à Sciences Po Lyon, donc j'ai été une des premières de mon lycée à faire une grande école. Et à Sciences Po Lyon, j'ai créé un programme pour accompagner les jeunes, de la France rurale et périurbaine à passer le concours et une fois pris, à y être bien et à s'épanouir parce que la rencontre avec l'élite, n'est pas toujours simple quand on n'en vient pas. Et puis, après, au fur et à mesure, j'ai participé, à plein d'orgas d'égalité des chances, où j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré d'autres gens, issus des classes, populaires et des petites classes moyennes, notamment beaucoup de banlieusards, ce qui m'a permis, aussi de creuser les liens, entre nos différentes expériences. Puis le mouvement climat et puis carrément la politique. Donc je me suis présentée dans l'Ain, où je suis rentrée, m'installer pendant le covid, hem, sous l'étiquette de la NUPES en 2022. Et depuis, je prends régulièrement la parole, dans les médias, au travers de différentes campagnes sur, comment est-ce qu'on regagne, le cœur et les esprits, des classes populaires et des classes moyennes de la France rurale et périurbaine à gauche. J'ai pas mal bossé sur, la formation, des militants et des militantes du NFP pendant, l'UNFP, puis avant ça pendant les européennes. Et là depuis, 6 mois, un peu plus de 6 mois, je suis aux États-Unis grâce à une bourse Fulbright, et où je rencontre des électeurs et des électrices de Trump dans l'Amérique rurale populaire pour comprendre, ce qui pousse cette radicalisation des classes populaires blanches, dans le monde occidental. D'accord, super et donc la raison pour laquelle tu es aux États-Unis, c'est justement que tu fais des interviews avec, des électeurs et des électrices, de Donald Trump, c'est ça? Tout à fait, ça et j'interviewe aussi, des activistes locaux qui s'activent pour essayer de renverser la vapeur parce que j'essaye toujours de donc moi je suis pas sociologue, je suis pas journaliste, je suis activiste et donc pour moi, c'est vraiment important de penser, les solutions. On a des journalistes et des sociologues extraordinaires en France qui travaillent, sur cette radicalisation, de la France, populaire, rurale. Je pense à Benoît Coquart qui a écrit «Ce qui reste», je pense à Camille Bordenay qui est, en chef des papiers Ruralité au Monde, qui font un travail remarquable de documentation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois qu'on a ce travail très précieux qu'eux fournissent, comment est-ce qu'on agit dessus? Et c'est pour ça que ça me paraissait important de rencontrer aussi des activistes sur place qui se battent, avec des très petits moyens et dans un contexte dont on reparlera, mais qui est de plus en plus anxiogène et de moins en moins, propice, à, une union, une coalition, des classes populaires blanches avec le reste des classes populaires, malheureusement. Mmh. Et donc, ta vision de la situation aux États-Unis maintenant, depuis la réélection de Donald Trump, c'est quoi? C'est Ben, un tableau, en noir et blanc, un tableau gris, alors déjà, c'est flippant, parce que chaque nouvelle journée apporte son lot, de
nouvelle entorse à l'état de droit, quoi, tout simplement. Enfin, des choses dont franchement, je n'aurais pas pu croire les États-Unis possibles. Donc, moi, j'ai été vraiment formée au militantisme aux États-Unis. J'y ai habité 3 ans. J'ai été ce qu'on appelle organizer dans un mouvement syndical. Donc, en gros, c'est vraiment là que j'ai découvert l'activisme de terrain ancré dans les réalités des gens, loin de ce que j'avais vu du syndicalisme français, qui est quand même plutôt hiérarchique, beaucoup moins sur des luttes de construction de long terme de pouvoir citoyen, etc. Mon premier job, c'était au Congrès américain. Enfin, je veux dire, il y a quand même. J'ai beaucoup fréquenté de gens qui ont un respect de la Constitution, de l'État de droit, peu importe leur bord politique. Très ancré. Et c'est vrai que j'étais, quand je travaillais au Congrès au moment de l'élection de Donald Trump, la première en 2016. Et depuis, il y a vraiment, enfin, il abîme vraiment profondément les institutions. Et cette radicalisation, en fait, il n'est que le symptôme de la radicalisation des classes populaires blanches à la faveur des élites économiques qui sont quand même dans un moment d'impunité absolue. Donc ça, c'est vraiment flippant. Et ce qui est flippant, c'est la rapidité avec laquelle on peut détruire, détricoter des institutions qui pourtant tenaient le choc depuis des centaines d'années. Par Mmh. ailleurs, ce qui est intéressant, je pense que c'est que là, on est un mouvement de rupture. Clairement, il y a qu'un seul Donald Trump. Donc quand il aura rendu le pouvoir, ce qui si c'est toujours le plan dans 3 ans, ça va vraiment poser la question de, c'est quoi qui hérite de cette colère populaire? Ce qui, je pense, est très intéressant pour nous, à gauche, c'est, de voir la réaction ou plutôt l'absence de réaction du Parti démocrate et ce qui l'empêche de réagir. Donc en l'occurrence, c'est, ah, mon analyse, mais pas que, hein, c'est ces, liens très puissants avec, les élites économiques, alors même que, on est dans un moment de colère populaire très, très fort parce qu'il faut vraiment comprendre que, être pauvre aux États-Unis, c'est pas comme être pauvre en Europe, hein. Enfin, c'est-à-dire, tu pas de dents, tu pas de couverture santé, tu pas d'assurance, habitation. Donc ça veut dire que tu peux être viré du jour, il y a pas de CDI, tu peux être viré du jour au lendemain, tu peux perdre ta maison du jour au lendemain. Plus de 60 des Américains ont des dettes médicales, enfin donc ils vivent dans un état de survigilance constante, où chaque mauvais pas de la vie peut apporter, enfin vraiment mener à la banqueroute, à perdre sa maison, et cetera. Donc c'est vraiment très particulier comme ambiance dans le monde occidental quand même, le fait d'avoir aucun filet social à ce point. Et c'est là où la gauche est criminelle, parce qu'elle n'est pas capable, à cause de ses accointances avec les élites économiques, de récupérer cette colère populaire. Or, ce serait tellement simple de dénoncer cette alliance entre l'extrême droite et l'extrême argent. Ce qui est plus difficile en France, par exemple, où on a une extrême droite qui est bien plus futée, et qui se pose comme un défenseur des services publics, et cetera. Mais là, je veux dire, c'est évident qu'il y a pas de politique publique en faveur des plus pauvres. Or, ce sont les plus pauvres blancs qui votent, pour Donald Trump. Donc je pense qu'il y a vraiment toutes les conditions sont réunies pour, l'émergence d'un mouvement Bernie, quoi. D'un Mmh. mouvement gauche, de vraie gauche, qui n'a jamais vraiment pu émerger aux États-Unis, à cause des résistances, institutionnelles. Et c'est là où je me dis: «Il y a quand même un espoir». Je veux quand même croire que des centaines d'années d'expérience de la démocratie, font que, ben, en fait, c'est pas l'Allemagne nazie qui émerge après quelques décennies seulement de démocratie, c'est pas, l'ancien bloc soviétique. Je veux dire, j'ai envie d'y croire parce que je me dis: «Sinon, ça veut dire que, rien ne résiste à cette vague, populiste», et ça, c'est vraiment très inquiétant. Ouais. À mon avis, les prochaines années, les prochains mois vont être décisifs dans, est-ce que et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse en ce moment, c'est donc tous les gens qui ont voté, les classes populaires blanches qui ont voté pour Donald Trump et qui constatent chaque jour que leur situation ne s'améliore pas, quelle va être la réaction? Est-ce Mmh. qu'on est en déni absolu et que en fait, tous les faits qui leur sont présentés comme des fake news, bah, dès que ça ne rentre pas dans le narratif de Fox News, par exemple, mais pas que, parce que c'est le partie émergée de l'iceberg, Fox News, mais où est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience de: «En fait, on doit reconstruire du pouvoir populaire parce que personne ne viendra nous sauver», et est-ce qu'on va avoir une vague de candidats issus des classes populaires qui se présentent aux midterms? Je veux dire, les campagnes vont commencer là, ça y est. Donc
une vague de candidats issus du mouvement syndical. Peut-être, peut-être. Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est un peu la seule option de survie, quoi, à ce stade. Ouais, ouais. Et est-ce que tu vois des parallèles, du coup, entre ces dynamiques qui sont à l'œuvre aux États-Unis, d'un point de vue social, médiatique, mais aussi politique, avec la France? Toi qui as aussi une expérience de terrain avec les dernières élections. Alors, je pense que là où parfois j'ai plus espoir dans les États-Unis, c'est que les gens ont vraiment beaucoup moins de choses à perdre. Mmh. En même temps, ils sont bien plus propagandisés qu'en France, et pas juste par Fox News. Enfin, je veux dire, il faut voir à quel point, alors ça, c'est mon analyse encore une fois, mais le capitalisme est responsable de cette alliance entre extrême argent et extrême droite, et parce qu'il est responsable de la détresse des gens. Et en même temps, vivre aux États-Unis, c'est vivre dans un pays où le capitalisme est présenté comme une donnée, enfin carrément un système de droit divin, quoi. Il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Donc, si il y a une rupture épistémologique tellement forte qu'on arrive à une prise de conscience massive que c'est le capitalisme le problème, alors je pense qu'on peut tout à fait espérer une révolte populaire parce que les gens ont beaucoup moins de choses à perdre qu'en France. Là où, et moi c'est parfois ce qui m'interpelle chez les gens avec qui je fais campagne, dans les endroits où je fais campagne, le narratif est différent. Le narratif est bien plus, vous voulez conserver vos acquis, vous voulez conserver le service public, vous voulez conserver la sécurité de l'emploi, vous voulez conserver la sécu, alors il faut s'opposer à la migration, alors il faut s'opposer à l'Europe, où il y a vraiment plus un réflexe défensif pour conserver les avantages que les gens ont, qui sont limités. Enfin, je veux dire, on peut reprendre la jeunesse du mouvement des Gilets jaunes. On parle de gens qui sont là aussi sur un fil, mais cette impression de vivre sur un fil, elle est différente parce qu'en fait, elle est objectivement, il y a plus de filets sociaux en France. Mmh. Donc, la peur, qui est quand même le ressort de l'extrême droite, ne s'articule pas sur les mêmes choses. Ouais. Euh, et la place de la religion est aussi très différente. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, le mouvement Trump est quand même largement capté par des chrétiens nationalistes avec lesquels il est très difficile de converser parce que chaque explication est liée à une explication biblique. Donc en fait, on ne peut pas vraiment avoir de débat, par exemple, sur le dérèglement climatique, parce que le dérèglement climatique, c'est vu comme une punition divine. Donc les solutions au dérèglement climatique sont la fin de l'avortement, la fin du mariage pour tous, parce que c'est ça qui plaira à Dieu, et donc Dieu arrêtera d'envoyer des épreuves et des catastrophes climatiques. Donc ça, c'est quand même vraiment pas du tout une donnée avec laquelle on doit gérer en France. Dieu merci. C'est le cas de le dire. Et donc et les armes à feu quand même. Il y a quand même un enjeu sur les armes à feu qui structure absolument le vote pour Trump, qui est quand même vraiment différent. Là où je pense qu'en France, on va assister à quelque chose de très intéressant, c'est que la marque et l'approche Marine Le Pen, qui est quand même, il faut le dire, une approche proto-nazie, avec une approche populaire de protection. La promesse de Marine Le Pen, c'est on va vous donner toute la liberté individuelle dont vous avez besoin. Donc, c'est pour ça qu'on s'oppose aux ZFE, c'est pour ça qu'on s'oppose à tout ce qui peut être vu comme une restriction de la liberté individuelle, notamment pour les classes populaires rurales, donc la voiture, la construction, l'artificialisation des sols, enfin tout ça. Et en parallèle, on va vous donner une protection collective très forte avec les services publics. Cette marque-là, elle va disparaître avec Marine Le Pen. Et Jordan Bardella, il porte une marque très différente, qui est bien plus liberté individuelle et liberté collective, qui est bien plus alignée avec l'intérêt du capital, qui est bien moins protectrice. Et avec l'inéligibilité de Marine Le Pen, et donc ça veut dire plus de place, j'imagine, dans le parti et médiatiquement pour Jordan Bardella et cette marque de Jordan Bardella, qui est bien plus masculiniste, viriliste, violente, individualiste, ça m'interroge parce que je me pose la question de est-ce que les classes populaires très précarisées de l'ancien bassin industriel, donc le Nord et l'Est en gros, et toute la génération Gilets jaunes, il faut quand même rappeler que les Gilets jaunes, 44% aujourd'hui votent pour le RN, hein, donc c'est un énorme vivier de voix. Est-ce qu'ils sont déjà tellement acquis au RN que même si le RN change de discours, il n'y aura pas de changement de parti? Ou est-ce que ça va rebuter les classes populaires, notamment les femmes, qui sont très attirées par le discours de protection de Marine Le Pen? Ça, je pense que dans les mois et années qui arrivent, il va falloir porter attention. Et
comme aux États-Unis, est-ce qu'on va avoir une alternative à gauche qui va être capable de récupérer ses voix? Parce qu'en fait, moi, c'est je veux dire, on parlera de pratiques militantes juste après, mais le sujet, par exemple, de la lutte contre l'abstention, on sait que la lutte contre l'abstention, ça ne marche jamais aussi bien que quand il y a une alternative. Dire aux gens: «Allez voter», c'est beaucoup moins fort que «Allez voter pour X parce que ça va vous servir dans telle sorte, dans tel sens». Donc là, je pense qu'on est collectivement à un moment où, l'alliance entre l'extrême droite et le grand capital est de plus en plus visible. Je veux dire, les gens se cachent quand même de moins en moins. Alors, aux États-Unis, carrément, Elon Musk pas élu au pouvoir, c'est un délire. Mais Jordan Bardella qui nous dit que Bernard Arnault, il se lève plutôt que ses salariés à la télé. Enfin, je veux dire, c'est de plus en plus clair, ça aussi chez nous. Donc, on va voir si on est capable d'avoir un contre-discours et une contre-offre. Je pense qu'il y a une grande opportunité pour recréer cette coalition des classes populaires. Mmh. Ouais. Et du coup, avec ces informations-là et éventuellement ces changements ou effectivement, cette visibilité plutôt de l'alliance entre l'extrême droite et le grand capital, qu'est-ce que ça nous donne peut-être comme moyen, d'entrer dans une pratique militante ou comme peut-être, oui, c'est peut-être moins parler, enfin, sans parler des contenus, mais en parlant plus aussi des pratiques qu'on peut adopter pour essayer d'aller à la rencontre des classes populaires, en zone rurale et périurbaine, mais aussi dans des territoires comme le nôtre. Par exemple, nous, les Français de l'étranger, on a cette problématique de l'éloignement de tout et d'être très, très peu et de devoir arriver quand même à aller toucher des personnes qui vivent ici, des Français qui ont aussi le droit de vote et qui peuvent aussi voilà, contribuer aux élections. Comment est-ce qu'on peut... quelle piste de réflexion militante tu peux nous donner là-dessus Bah, finalement, ce qui est intéressant, c'est que votre situation n'est pas la plus éloignée de la nôtre. Vous êtes peu de militants sur un terrain très éclaté, où c'est difficile, d'aller à la rencontre de tout le monde. Donc c'est en fait, globalement, ça c'est militer à la campagne. C'est pour ça que pour moi, il y a plusieurs, choses qui sont très importantes. Je crois que, aux États-Unis comme en France, la propagande médiatique joue un rôle faramineux dans, la, l'incapacité construite chez les classes populaires à remettre en question un narratif. Donc en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que là, moi, je le vois, je vais interviewer des gens qui votent pour Trump. Je leur dis: «OK, c'est quoi pourquoi vous avez voté pour Trump? Pour baisser les prix. OK. Est-ce que les prix ont baissé? Non. OK, donc là, on fait naître une grande inconsistance et donc un grand inconfort. Pour moi, c'est là où on peut gagner. C'est en fait, tant qu'on ne crée pas cette faille entre l'intention et le résultat, ça ne peut pas fonctionner. Mais là, le problème, c'est que même dans la présence objective de cette faille, c'est-à-dire promesse non tenue, la machine médiatique propose des explications toutes faites. Donc, c'est à cause des démocrates, machin. C'est des mensonges, c'est des fake news. Alors que, enfin, les gens, je veux dire, ils sont pas idiots, ils font les courses, ils regardent ce qui est écrit à la fin. Et donc là, il y a plein d'explications, mais toutes aussi farfelues les unes que les autres qui viennent. Et en fait, on écoute ce qui sort de leur bouche, c'est quelque chose qui est entendu, c'est pas possible autrement. Des gens qui me disent, ben, comme la retraite est par capitalisation ici, mon fonds de retraite est carrément à sec depuis la crise boursière. Bah, parfois, il faut que l'économie s'écrase pour qu'elle se relance. Ou ah bon, Trump a dit qu'il allait supprimer la sécu. Non, mais ça, faut que je fasse mes recherches. Je fais pas confiance à ça. Donc là, on a un vrai enjeu à construire un contre-narratif massif. Malheureusement, on ne maîtrise pas encore les médias, donc c'est là pour moi que les réseaux sociaux sont quand même une porte, une voie, mais il faut faire des réseaux sociaux autrement. Je crois aujourd'hui, des gens avec qui j'ai pas mal travaillé ici, qui se posent la question de la massification, parce qu'on parle quand même d'un pays où il y a plus de 360 millions d'habitants et qui fait 18 fois la taille de la France. Donc en fait, forcément, eux se posent la question de la massification depuis plus longtemps que nous. YouTube peut, avec des journalistes financés, dont l'objectif est la massification, peut être une source de radicalisation, des classes populaires. Parce que je rappelle quand même que le parti principal des classes populaires, c'est l'abstention aujourd'hui. Donc si on fait voter, des gens qui ne votent pas, ça peut nous aider à faire basculer, des élections. Donc concrètement, c'est, du reportage massif qui change l'angle des mêmes sujets qui sont traités par, la machine médiatique qui se fascise de jour en jour. Mais on traite des mêmes sujets avec des angles différents. En gros, lutte des races contre lutte des classes, si on veut
l'anglais comme ça, quoi. Ça, à mon avis, c'est essentiel. Et puis après, il y a tout le travail de terrain. La bataille, parce que c'est une bataille culturelle à ce stade, elle va repasser par la reconstruction de collectifs qui proposent ce narratif aux gens. Aujourd'hui, c'est un peu le problème, hein. Aujourd'hui, les gens qui sont sur les ronds-points et les gens que moi je rencontre ici qui ont 2 tafs, parce que ça c'est très courant, c'est-à-dire les gens ils travaillent de 5:00 du matin à 14:00 dans un premier emploi, puis de 15:00 à 1:00 du matin. Ça veut dire ils dorment 3 heures par nuit. Ils sont défoncés en fait. Je veux dire, tu as plus de cerveau quand tu dors 3 heures par nuit. C'est normal. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'explication simple de pourquoi ils sont dans la merde. Trump, il a une explication très simple de pourquoi ils sont dans la merde. C'est les migrants, c'est, les politiques DEI, donc enfin de discrimination positive, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, nous, parfois, on est trop complexe parce qu'on part du principe que, il faut une pensée cohérente, complexe, intellectualisée. Bien sûr, mais ça, je veux dire, ça fait 21 minutes qu'on discute, on a l'espace pour faire ça. Aujourd'hui, il y a pas l'espace pour faire ça partout et je pense que, autant il y a un anti-intellectualisme puant chez les fachos et ça fait partie quand même profondément de leur projet. Enfin, quand J.D. Vance te dit: «Les ennemis, c'est les universités et les professeurs», tu te dis: «OK, ça pue». Autant nous, on a une difficulté à présenter, notre pensée de façon simple et digeste pour des gens qui, je le rappelle, pensent à la politique 2 minutes par jour. Et ça veut pas dire qu'ils sont débiles, ça veut pas dire qu'ils sont inéduqués, ça veut dire on n'a juste pas les mêmes vies. Et il faut le prendre en compte. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Et pour moi, cette pensée, je veux dire, ce qui était la grande force du Parti communiste, hein, enfin, je veux dire, une pensée simple avec un système de pensée qui expliquait les rapports de force et les problèmes des gens au quotidien. Aujourd'hui, elle n'existe pas à gauche, je crois. Enfin, en tout cas, moi, je ne la trouve pas. Ou alors, quand elle existe, elle n'est pas désirable. Enfin, la pensée sur l'effondrement, genre, pardon, mais moi, j'ai pas envie de penser à ça. J'ai pas envie de penser à comme les humains, je crois, se divertissent beaucoup pour ne pas penser à la mort. L'effondrement, c'est la mort collective, enfin, c'est atroce, genre personne n'a envie de penser à ça. Donc comment est-ce qu'on gagne la bataille collective ou on gagne la bataille du fun, la bataille, du désirable, la bataille du rêve? Et je veux dire, c'est ce que le capitalisme a réussi à faire grâce à Hollywood. C'est du travail sur des décennies. C'est ce que les néolibéraux ont créé, quand, dans les années 60, ils perdaient tout. Ils se sont dit: «OK, comment on va regagner la bataille conservatrice?» parce que là, on est en train de tout perdre, les droits civiques, les droits féministes, les droits LGBT, la bataille contre la guerre du Vietnam, enfin genre, on perd tout. Et beh, c'est du travail de longue haleine et qui va jouer sur les réseaux sociaux, je pense, dans des organisations collectives. Pour moi, il y a un vrai enjeu à resyndiquer massivement les classes populaires, avec, un syndicalisme qui propose des explications basées sur les expériences réelles des gens et du porte-à-porte, du terrain. Je veux dire, encore une fois, la grande force du Parti communiste, c'est un organe politique, un organe syndical et un maillage territorial autour d'organisations de jeunesse, d'organisations de loisirs, enfin, je veux dire, la chasse, le foot, pour prendre des exemples, France rurale et périurbaine, mais du périscolaire. Enfin, il faut refaire du groupe et il faut que ce groupe soit organisé autour de temps collectifs chouettes et d'une explication simple du monde et des responsables qui font qu'on est dans la merde aujourd'hui. Et Merci ça beaucoup. peut se faire en pratique militante, juste pour finir là-dessus, en rejoignant des espaces collectifs qui sont des vrais espaces collectifs ancrés dans le terrain, donc pas juste des espaces collectifs homogènes. Aujourd'hui, je trouve on parle beaucoup de community aux États-Unis, à faire communauté, être en communauté, mais en réalité, souvent, ça, c'est un cache-misère d'un groupe de potes homogènes. Faire communauté, c'est être en communauté avec des gens qu'on n'aime pas trop, qui sont pas d'accord avec nous, mais parce qu'on reconnaît qu'on a besoin les uns des autres, même si on n'est pas d'accord sur tout. Et les prémices, pour moi, d'une conversation politique saine, elle est bien s'aimer, se respecter, se valoriser. On n'humilie pas des gens en espérant qu'ils votent pour nous après. Leur dire: Mmh. «Vous êtes des gros débiles, vous n'avez rien compris, donc votez pour nous», ça ne fonctionne pas. Même si c'est tentant parfois, hein. C'est tentant, je comprends le nombre de gens de gauche ici qui disent aux électeurs de Trump qui se sont fait, licencier, qui ont perdu leur taf, à cause des coupes de Trump, ils ont envie de leur dire: «Putain, on vous avait dit les gars, on vous avait dit que ça allait se passer comme ça». Mais en fait, une fois que tu as dit ça, les gens, ils se sentent humiliés, ils rentrent chez eux, ils se recroquevillent dans leur coquille et ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est un débat où on pose des questions difficiles. Ça suggère pas de dire:
aux électeurs de Trump, vous avez de ne pas pointer leurs incohérences, de ne pas pointer leurs manquements, de ne pas pointer la dangerosité de leur vote. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent faut pas parler des discriminations, ça fracture et ça divise les classes populaires. Les classes populaires, elles sont déjà divisées, elles votent pas pareil. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, maintenant la question c'est comment on les fait on recrée un cadre où ils peuvent voter pareil, et ça on le fera pas en mettant sous le tapis les difficultés, mais on le fera pas non plus en leur disant que vous êtes des gros débiles et des gros fachos et des gros racelards et on va vous expliquer pour qui il faut voter parce que nous on a compris, vous avez pas compris. Ouais. Cette ligne de crête. Et cette ligne de crête pour moi, elle ne passe que par le terrain. Et une machine médiatique qui fonctionne. Mais en vrai, le terrain, c'est ça qui fait que tu comprends les incohérences des gens. Nous aussi, on a nos propres incohérences. Ben, c'est la vie et on n'arrivera pas à les gérer et à les digérer tant qu'on ne sera pas au contact de gens qui sont différents de nous, je pense. Merci beaucoup. Donc avant d'arriver à la fin de l'interview, je voudrais te poser encore une question, et pour toi, enfin, qu'est-ce qui fait que toi, tu es encore militante? Qu'est-ce qui fait que tu continues, à être, active, activiste? Bah, je pense qu'il y a différentes, réponses. Il y a une réponse, très, pratico-pratique. J'en tire beaucoup de joie. Hem, je crois vraiment que ce que le capitalisme nous a volé, c'est, le collectif, le fait de passer des moments ensemble qui ne sont pas, organisés autour de produire des trucs. Et donc passer du temps avec les gens, heu, des nouvelles personnes ou des amis enfin des camarades qui deviennent des amis et cetera. C'est aussi, je veux dire, c'est pas pour rien que, les gilets jaunes, ils ont dormi pendant des mois sur un rond-point alors qu'il faisait -12. Enfin, c'est parce que pour la première fois, ils étaient en lien avec des gens et ils se sentaient dans une forme de destin lié avec leurs voisins, et ça, c'est un super pouvoir. Je crois que les gens adhèrent, heu, aux, heu, aux chaînes mascu sur YouTube, à l'explication de l'extrême droite, aussi parce qu'ils cherchent de la fierté, ils cherchent un collectif, ils cherchent une explication dans laquelle ils sont, hem, pas des victimes, mais dans lesquelles ils sont des acteurs. C'est ce qu'a proposé les gilets jaunes et c'est ce que demain, ce que la gauche doit absolument proposer, et c'est ce que moi je trouve à titre personnel. Et puis après, j'ai aussi un enjeu spirituel, je crois, en fait, moi, j'ai pas envie de devoir pardonner aux gens que j'aime des choses impardonnables, et aujourd'hui, si les gens que j'aime continuent à voter pour des fascistes, on va avoir un moment très compliqué où moi, je vais plus pouvoir être amie avec eux. Je vais plus pouvoir être la marraine de leurs enfants, je vais plus pouvoir aller à leur mariage, et ça, pour moi, ça n'est pas envisageable, et j'ai donc envie et besoin de faire tout ce que je peux pour me dire moi-même: «J'ai fait quelque chose», mais surtout au-delà de moi, pour participer à arrêter cette machine de destruction, parce que je crois que la haine, elle détruit, celui qui la ressent. Mmh. J'ai pas envie que les gens que j'aime soient détruits par, ce système. Merci, Loumir. Et du coup, je voulais juste vous dire, je trouve ça vraiment génial que vous continuiez à vous réunir. Je trouve que c'est vraiment ce travail de fourmi, de temps long, de construction de collectif, de construction de relations, qui fait qu'on va réussir à construire une alternative à gauche, et je trouve ça vraiment, vraiment fort que vous vous soyez emparés de la marque du NFP, au-delà même des manquements, des partis politiques de gauche qui, trahissent, je crois vraiment, l'aspiration collective du peuple de gauche qui est de faire, des choses ensemble, et je trouve ça vraiment trop cool que vous soyez là et que vous construisiez cette force collective qui, je pense est, vraiment ce qui va nous sauver et ce qui va nous permettre de reconstruire autre chose, cet autre narratif. Donc vraiment bravo et merci. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avec plaisir.